Nicolas Bourriaud, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi d'abord comment vous avez vécu ce confinement sur le plan personnel? Sur le plan personnel, je crois que je ne fais pas exception. En fait, on a tous ressenti des émotions extrêmement contrastées en fait, pendant ces 2 mois. Ensuite, moi, j'ai essayé d'en profiter. En fait, d'une part, en fait, il y avait les activités régulières, des réunions par différents canaux, en fait, avec toute l'équipe. Et il y avait une sorte de rythme comme ça qui s'est constitué en fait avec l'école, pour la réouverture, pour les expositions, etc. Donc on n'a pas perdu le contact du tout. Ensuite, moi, j'en ai profité personnellement pour écrire un livre qui va paraître aux presses universitaires de France au début de l'année prochaine. Donc je n'ai pas perdu mon temps de ce point de vue-là. J'ai essayé de mettre sur le papier en fait ce que m'inspirait à la fois la pandémie et son contexte plus large qui est l'anthropocène, c'est-à-dire la catastrophe climatique et surtout ce qui lie les deux, en fait. Parce que ce qui lie les deux, étrangement, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de nouvelle promiscuité, en fait, qu'on n'avait jamais expérimenté auparavant dans l'histoire de l'humanité, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, un pangolin ou une chauve-souris, en fait, se retrouve directement impacter les vies de millions de gens, en fait, sur la surface de la planète. Donc ça, c'est comme si on avait un nouvel espace devant nous qu'on ne connaissait pas encore. C'est une terre inconnue. Et cette terre inconnue, elle va avoir des effets dans l'art. Et moi, j'ai essayé de réfléchir à ce que ça allait donner dans l'art. Voilà. Alors, forcément, justement, comme théoricien de l'art, évidemment, c'est une matière formidable à penser. D'emblée, est-ce que ça vous inquiète, tout simplement? Bien sûr, oui. Ce qui m'inquiète, c'est pas forcément les choses les plus spectaculaires, d'ailleurs. C'est, je dirais, la disparition des espaces vierges, la disparition des toute possibilité de refuge pour des populations animales, en fait, et cette disparition va aboutir à des catastrophes. Sans compter la persistance de cet état d'esprit de prédation de la nature qui va aussi, on voit déjà les effets d'ailleurs, va finir par créer des catastrophes de bien plus grande ampleur que celles qu'on connaît. Donc effectivement, on peut être un peu inquiet, évidemment. Sur l'Anthropocène, vous aviez fait déjà beaucoup d'expositions un peu partout et à Montpellier, qu'on avait tous trouvé terriblement anxiogènes, mais ce qui se passe va au-delà. Maintenant, on y est, vous voyez. C'est ça. C'était tristement prémonitoire. Écoutez, c'est pas tellement moi, c'est plutôt les artistes qui sont prémonitoires. C'est-à-dire que les artistes, l'art, c'est une antenne, c'est un petit peu comme un sismographe. C'est ça. Ça permet de percevoir des longueurs d'onde bien plus profondes que celles des médias, que celles du discours politique. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'art, particulièrement en ces périodes troublées. Ça a une fonction bien plus importante que celle qu'on veut bien lui donner dans une société qui est tournée entièrement vers l'utile. Alors, ce qui s'appelle l'utile pour la société capitaliste, c'est pas forcément ce qui est utile pour l'humanité, soyons clairs. C'est même la notion d'utilité qu'il faudrait bientôt redéfinir de manière vraiment drastique. Alors, on a l'impression quand même que dans les grands débats actuels sur la culture, les plasticiens sont relativement oubliés. On cite peu l'art. En tout cas au niveau du gouvernement qui s'est précipité pour sauver ou soutenir le spectacle vivant. Parce que ce qui visiblement préoccupe en fait le gouvernement, mais c'est pas uniquement lui d'ailleurs, sur la majorité de la population, c'est de la logistique, c'est pas de la culture. La réouverture des grandes salles de spectacle et des théâtres, c'est pas de la culture, c'est de la logistique. Et ça intéresse tout le monde parce que c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Mais la création d'une sorte d'écosystème sensible qui permettrait justement de sauver véritablement la culture, ça, personne n'a aucune idée en fait là-dessus, parce que c'est beaucoup plus profond et que c'est pas des questions d'organisation ou de distance sociale. Ça ne vous fait pas un peu peur? On a déjà le sentiment que les élus aussi, pas simplement du côté de la rue de Valois, les élus ont du mal à appréhender les politiques culturelles qui sont extrêmement complexes. Là, on est face à des complexités qui dépassent encore ce qu'on avait déjà du mal à appréhender. Vous n'êtes pas inquiet sur la capacité des politiques publiques à
à construire ce nouvel avenir? Je pense que là, le critère, très clairement, c'est le degré de confiance que les politiques ont ou entretiendront avec les artistes et avec les acteurs de la culture. Je crois que c'est ça le principal critère. Si on essaie de se sortir uniquement par voilà, une espèce de logistique permanente, se préoccuper uniquement des détails matériels, ou ce qui serait bien pire, c'est d'aller vers cette espèce de démagogie en fait, qui consisterait à revenir un peu vers l'esprit des maisons de la culture des années 70. Ça, c'est catastrophique. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle autant je pourrais volontiers voter pour le ELV au niveau national, autant les propositions au niveau culturel me font extraordinairement peur parce que c'est une régression terrifiante. Ce qui me paraît régressif est l'idée justement d'essayer de décaler la culture vers l'utile. Ça, c'est régressif. Cette espèce de démagogie qui consiste à dire voilà, là, il faut créer du lien, en fait, et surtout ne pas reconnaître l'excellence ou la puissance en fait de certaines œuvres et mettre ça dans une sorte de grand bol en fait qui s'appellerait culture. J'y crois pas du tout. Je crois que c'est très important de comment dire, de distinguer certaines œuvres, de voir ce qu'elles ont à nous apprendre de spécifique, d'être très précis en fait dans le travail qu'on fait. Et ça, voilà, il faut que les politiques, quelques partis qu'ils soient, comprennent que la véritable politique culturelle, c'est pas forcément, c'est à travers eux qu'elle se fait, mais c'est pas eux qui l'appliquent. C'est les directeurs de théâtre, c'est les artistes, c'est les musiciens. Voilà, la politique culturelle, elle se fait au niveau, un niveau de proximité, en fait. Il faut arrêter de concevoir ça comme une sorte de grande campagne qui passerait au-dessus de la tête des uns et des autres. C'est pas vrai. Je crois qu'il faut. C'est à un niveau relationnel que ça se passe. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est l'écologie de l'esprit, comme disait Gregory Bateson. Voilà. Sur l'évolution à imaginer de votre secteur l'art contemporain, est-ce qu'on a le sentiment que cette pandémie a précipité, accéléré la digitalisation de l'art? On ne parle que de galeries virtuelles ou de visites virtuelles depuis 2 mois. Il y a eu même des expériences formidables. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce que cette crise nous a appris, c'est plutôt davantage l'inverse, c'est-à-dire la valeur en fait, de la présence physique des gens et des œuvres. C'est le fait de pouvoir se réunir autour justement d'une œuvre dans un musée, dans un centre d'art, de pouvoir en discuter à plusieurs, et surtout on ne peut pas comprendre l'art si on ne voit pas sa physicalité. La peinture sur un écran, ça n'a rien à voir avec la peinture dans un musée. La matérialité en fait, des œuvres fait partie de leur signification. Donc on ne peut pas la réduire à une image, et surtout à une image de petit format. Donc je crois que ce que la crise du Covid-19 nous apprend, c'est l'importance de la présence davantage qu'autre chose. Il y a eu beaucoup d'expositions en ligne. On a essayé de surtout pas faire ce genre de choses pendant la crise, pendant le confinement. On a à la place, avec toute l'équipe curatoriale du MoCo, créé une sorte de fil Instagram qui est une sorte de fil de notes autour de la question de la réclusion et de la solitude. Ça s'appelle Locus Solus, en hommage à Raymond Roussel. Et ça me semble plus productif parce que c'est vraiment un échange et vraiment l'idée d'une sorte de pinboard, si vous voulez, une sorte de tableau comme ça sur lequel on note des choses. Ça me paraît plus intéressant que de prétendre substituer à la réalité de l'exposition, je veux dire une sorte de virtuel qui n'a d'exposition que le nom. Richard Dercol, le président de la Réunion des musées nationaux, a dit récemment on ne pourra plus faire voyager les œuvres d'art autant qu'avant. En tout cas, c'est son opinion. Or, le projet du MoCo, on voit bien que l'avion
pose débat, en tout cas ce type de circulation des personnes et des œuvres. Or, c'est vraiment ce qui construit le projet du MoCo, l'importation des œuvres. Est-ce que c'est pas un élément d'inquiétude pour vous? Ben, je trouve au contraire qu'on a beaucoup de chance parce que ce qui va être très compliqué, c'est l'organisation de ces grandes manifestations, ces grands blockbusters monographiques notamment, qui par exemple regroupent sur une cinquantaine d'œuvres de Velázquez ou de Monet dans le même espace venant des 4 coins du monde. Oui. Nous, thématiquement, à chaque fois qu'on fait une exposition à partir d'une collection, il y a un point de départ et un point d'arrivée. D'accord. C'est extrêmement simple, en fait. D'accord. Et c'est la formule qu'on a choisie, d'avoir une seule source à chaque fois. Ça participe finalement aussi de cet esprit qu'on est tous en train d'élaborer en ce moment, qui est de trouver des solutions plus rationnelles pour les expositions. Alors, il y avait une formidable exposition amazonienne, engagée, féministe, vraiment tout à fait étonnante. Elle a été stoppée net, on l'a très peu vue. Est-ce qu'on pourra la voir? Justement, vous pourrez la voir jusqu'à fin septembre. En fait, on a décidé, en accord avec Catherine Petitgat, dont c'est la collection, de prolonger l'exposition parce que voilà, elle a été interrompue effectivement très peu de temps après son ouverture. Il nous semblait que cette exposition prenait un relief encore plus important aujourd'hui et qu'il était très important que les gens la voient. Et on parle de l'Amazonie, on parle d'écologie bien entendu, on parle de survie. On sait aujourd'hui à quel point le bassin amazonien est non seulement atteint aussi, non seulement par la pandémie, mais auparavant par les feux de forêt, par la prédation agricole, etc., etc. C'est important de voir cette exposition. Et donc, on a décidé de la maintenir jusqu'au 20 septembre, ainsi que l'exposition Permafrost, en fait, qui, d'une certaine manière, est aussi une exposition sur la situation actuelle, qui sera aussi prolongée jusqu'en septembre. Le programme, évidemment, a dû beaucoup changer. Est-ce qu'on verra la collection Sinzu africaine? Alors, c'est la seule qu'on est obligé de décaler, puisqu'elle était normalement cet été à l'Hôtel des Collections. Elle sera donc présentée en mars prochain. D'accord. Est-ce que vous avez des projets qui sont nés du confinement? Je crois que vous avez fait une commande d'œuvres à des artistes, c'est ça? Alors, on a un projet en fait, qui est en cours, qui est vraiment né pour le coup de la situation, qui devrait s'appeler, mais je ne suis pas encore officiel, mais je pense qu'il devrait s'appeler 100 km, parce que c'est l'autorisation préfectorale de déplacement en ce moment. Et il nous semblait intéressant d'explorer justement ces 100 km et de faire une exposition qui soit à la fois un geste de soutien aussi envers tous les créateurs de la région, et aussi une manière de présenter, de faire image en fait de la région Montpellier hein, donc c'est plutôt autour de 100 km autour de Montpellier. Vraiment d'essayer de réfléchir à la spécificité, s'il y en a une, s'il y en a plusieurs, du travail des artistes ici et de leurs relations spécifiques, non seulement au territoire, mais aussi au monde entier. Est-ce qu'il y a une manière de voir le monde qui serait locale? Ça m'intéresse plus que de se regarder le nombril, si vous voulez. D'accord. En janvier prochain, à la Panacée. Donc une scène quasi montpelliéraine ou euroltaise, à 100 km, on va pas très loin. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Il y a des artistes passionnants en fait qui vivent à Agnan. Il y a Fabien Boitard notamment. Je pense à lui parce que je vais voir son travail. Il vit à Agnan. On va aller jusqu'à Nîmes peut-être, certainement aussi, parce que pour moi c'est un peu le territoire, notre périmètre naturel. D'accord. Ok. Alors quand ouvrez-vous au MoCo? On rouvre le 2 juin pour l'Hôtel des Collections et le 3 juin pour la Panacée, donc le mardi et mercredi qui sont les jours normaux d'ouverture. Mais donc avec des conditions sanitaires assez draconiennes, comment vous allez faire? En fait, on fait la même chose que pour n'importe quel autre endroit ouvert en ce moment, c'est-à-dire c'est les masques obligatoires. On en aura quelques-uns, je pense, au cas où il y ait des soucis pour tel ou tel visiteur, avec distribution de gel hydroalcoolique et un itinéraire en fait qui est dessiné à chaque fois. Et on maintient une jauge en fait dans chacun des 2 établissements à 50 personnes à la fois à la Panacée, 100 à la fois à l'Hôtel des Collections.
ce rythme-là, ça fait beaucoup d'attentes quand on a Non, de je tels pense jours. pas. Je pense que ça va être assez fluide. On a heureusement des espaces assez grands, donc ça nous permettra de faire tourner très vite. En fait, je pense même pas qu'il y aura d'attente si tout se passe bien. Voilà. Bien. Écoutez, au 2 juin, alors on sera heureux de vous revoir. Merci beaucoup, Nicolas Bourriaud. Au revoir, merci. Merci. La 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 la.